Julien Bergeau, Jules, merci d'avoir accepté ce rendez-vous pour un entretien pour notre podcast à la délégation générale de la Wallonie et de la communauté germanophone ici à Berlin. Vous êtes dessinateur, scénariste, vous êtes professeur d'histoire, sinologue, mais finalement retourné au scénario, au dessin. Je ne connais pas vos dessins des années 80, mais très tôt vous avez déjà commencé à dessiner. Et vous avez même été récompensé par des prix. Est-ce que votre style depuis lors a changé ou est-ce que vous avez gardé quelque chose de votre jeunesse quand vous avez dessiné et quand vous dessinez aujourd'hui? Alors il y a quelque chose qui est inquiétant et rassurant à la fois. C'est-à-dire que j'ai encore les journaux que je faisais étant enfant à l'école. Je faisais des photocopies au travail de mes parents et je vendais les journaux à mes copains, 1 franc, 2 francs, comme ça c'était pas très cher. Et j'avais 7 ans, 8 ans et j'ai continué toute ma vie depuis cette jeunesse-là. Et quand on regarde les journaux qui existent encore, que je retrouve parfois dans les archives ou que des gens ont gardés, on peut reconnaître vraiment le style. Donc il y a une continuité. Alors est-ce que c'est inquiétant de dire que j'ai pas beaucoup changé de style depuis que j'ai 7 ans ou est-ce qu'au contraire c'est rassurant en disant au moins c'est vraiment ce que je voulais faire, ça me ressemble, ce dessin c'est moi-même, c'est entre les deux. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours fait ça en parallèle de mon travail de chercheur, de sinologue, de journaliste et qu'en fin de compte vraiment la chose la plus importante qui structure tout mon travail, même si il y a du dessin de presse, satirique, d'actualité, il y a de la bande dessinée, du scénario, il y a des dessins animés pour la télévision, bientôt pour le cinéma. Tout ça, quand même, tourne autour de cette même ligne de dessin et cette dimension d'humour qui est aussi l'autre trait finalement de mon travail. Mhm. Beaucoup de jeunes qui rêvent peut-être aussi de devenir dessinateur ou auteur de bande dessinée, quelque chose vraiment de typiquement belge, se posent la question, est-ce qu'il faut vraiment que je sois le dessinateur par excellence avec la technique de pointe ou est-ce qu'on peut aussi, quand on a ce rêve, réaliser de très belles BD quand on n'a pas cette technique pointue de dessinateur? Il y a de tout aujourd'hui et c'est vrai qu'il y a une productivité incroyable. En tout cas pour la France, il y a quasiment 16 albums de bande dessinée qui sont publiés tous les jours, chaque jour de l'année. Donc c'est incroyable, la quantité est gigantesque. Alors évidemment, il y a un tiers de manga, donc ça c'est vraiment les traductions japonaises, coréennes qui existent. Mais c'est vrai que dans la tradition franco-belge, il y en a beaucoup, beaucoup. Et donc tout est possible et le public est très, très varié. Donc en fait, on est sorti vraiment du tout graphique avec uniquement justement une espèce de génie pour faire des perspectives de ville, des anatomies parfaites. Même quand on a des insuffisances graphiques et qu'on les contourne finalement pour créer un univers, on peut vraiment avoir son monde à soi. Il y a des exemples de gens qui ne savent pas dessiner et qui sont des grands dessinateurs. Moi, ce sont les gens que j'admire aussi beaucoup. Bon, si on prend un André Franquin avec Gaston Lagaffe ou Spirou, c'est un génie du dessin. Si du côté du dessin de presse, on prend un Cabu, c'est un génie du dessin. Mais en revanche, il y aura des gens comme Wolinski du côté du dessin de presse, comme Rézère, qui était avec un dessin beaucoup plus jeté, comme ça. Ils ont créé leur propre univers. Et pour rester belge, on prend Philippe Geluck, le chat. C'est très facile à dessiner le chat en fait, c'est quelques formes géométriques, donc il ne faut pas être un immense dessinateur avec une immense technique pour faire le chat. Par contre, il faut avoir un univers intérieur très fort et c'est ce qu'il a développé. Donc moi, je fais partie plutôt de cette famille, de ces dessinateurs qui, entre guillemets, ne savent pas dessiner, mais j'ai créé mes propres solutions avec un truc finalement qui ne ressemble pas aux autres et qui est vraiment fort, mais avec ses limites évidemment. Mais ça permet quand même de creuser dans la direction où on a envie de creuser. En Belgique, nous aimons dire que la BD est vraiment typiquement belge. Vous étant français, vous pouvez vous trouver là-dedans? Oui, moi je me sens énormément belge uniquement par mon travail, même si j'ai quand même de la famille du côté de Serein en fait. Donc, mais c'est vrai que cette dimension-là, d'avoir repris ensuite dans les pas de Goscinny, qui n'est pas un auteur belge, c'est un auteur peut-être du monde entier, cosmopolite, parce que voilà, juif d'Europe de l'Est, ayant grandi en Argentine, s'étant réinstallé à Paris ensuite, mais ayant travaillé dans la sphère de la bande dessinée franco-belge toute sa vie. Voilà, c'est un mix, vraiment, on voit cette espèce de patchwork. Voilà, on est forcément un peu belge, dans la mesure où quand je reprends par exemple Lucky Luke, à un certain moment, quand j'écrivais mes scénarios, j'ai eu comme une espèce de flash de conscience, un truc qui n'avait jamais été vraiment formulé, mais je suis sûr qu'un psychanalyste qui aurait allongé Maurice de Bévert sur son divan
et lui aurait demandé pourquoi vous avez créé ce personnage-là, voir que l'uniforme de Lucky Luke, c'est noir, jaune, rouge, le drapeau de la Belgique, c'est quand même incroyable. Il voulait être américain à fond et il ne peut pas s'empêcher d'être belge. Le dernier album qui sort au mois de novembre maintenant, ici en Allemagne, le 101e je pense, nous emmène dans le domaine de la protection des animaux. Est-ce que c'était pour vous un défi à relever de créer un scénario pour Lucky Luke avec la protection des animaux? Le vrai défi à relever, depuis presque 10 ans maintenant que j'ai repris la série, c'est à la fois d'être fidèle à la grammaire de Lucky Luke, avec de l'humour, de l'action, et aussi une base historique, parce que je pense que les meilleurs Lucky Luke, c'est quand ils sont reliés à une découverte technique, à un changement social ou à des personnages ayant existé, Calamity Jane, Billy the Kid, et de trouver à chaque fois quelque chose à la fois de nouveau et en même temps qui rentre dans la tradition, et aussi, troisième dimension, qui résonne avec des thématiques importantes aujourd'hui. Parce qu'un héros aussi universel, c'est important que ce ne soit pas seulement du divertissement, bien sûr, il faut qu'on se marre et que ce soit plaisant, mais aussi que ça nous aide à réfléchir, parce que c'est ça la vocation de la BD franco-belge, c'est à la fois rire, s'amuser, rêver et réfléchir, et apprendre. Et ce thème de la protection animale, c'est né de mes recherches en fait, à chaque fois je cherche, comme les chercheurs d'or qui sont partis au Far West, chercher fortune, et ben je cherche des pépites qui vont être le point de départ d'un album. Alors il y a eu les Juifs, personne n'en avait jamais parlé, c'était la terre promise. Ensuite les Français, avec ce voyage en Europe de Lucky Luke, un cow-boy à Paris, les Noirs, l'esclavage, la thématique du racisme, c'était absent de Lucky Luke pendant toutes ces années. Donc ça a été les 3 albums que j'ai fait auparavant, et cette histoire de la protection animale, de la conscience animale, de tout d'un coup cette révolution sociologique, elle a eu lieu en 1866 aux États-Unis, création de la première SPA, et en fait à partir de là, de la véritable tournée que le fondateur de cette société a fait à travers le Far West pour évangéliser les cow-boys, en disant voilà, on est dans l'Ouest sauvage, et si on était un petit peu moins sauvage aussi nous-mêmes. Et cette chose-là, c'est comme quand on tire un fil d'une bobine de laine, on découvre plein de choses, et ça a été très amusant d'extrapoler à partir de ce fait historique, et finalement pas très anodin que ça résonne tellement avec aujourd'hui. La chasse, l'élevage, les techniques d'élevage, la maltraitance animale, les questions de l'adoption, puis les questions d'alimentation, ceux qui veulent être végétariens, véganes, ceux qui limitent leur consommation de viande, ceux qui au contraire sont attachés à une tradition culturelle. Ici en Allemagne, c'est un paradoxe important parce que c'est à la fois le paradis des véganes et des végétariens. Dans des grandes villes, on trouve vraiment le plus grand nombre probablement de restaurants, de cafés qui proposent des menus comme ça. Et en même temps, c'est quand même une civilisation de la charcuterie, du fromage. Donc voilà, c'est un paradoxe. Et cette chose-là, c'était très drôle de la mettre en scène avec les codes habituels du Lucky Luke. Donc en quelque sorte aussi une modernisation de Lucky Luke créé en 1946. Oui, c'est pas tout à fait une modernisation, c'est une évolution. Les petites révolutions qu'on fait dans Lucky Luke, c'est pas tellement dans les thèmes. Finalement, ce thème-là, il aurait pu être traité auparavant. Il se trouve qu'aujourd'hui, il est très incandescent. Mais les petits détails, c'est plutôt dans l'humanisation de Lucky Luke. On a pu, à un moment, à la fin, de se dire que c'était plus qu'une silhouette, il n'avait pas vraiment de sentiment, de sensation. Là, le fait de le faire ressentir plus de choses, de lui montrer une sensibilité plus humaine. De temps en temps, il est bouleversé. Dans cet album, L'Arche de Rantanplan, son cheval, pour la première fois, est mis en danger, est blessé. C'est bouleversant. Et lui, il a les larmes aux yeux, il pleure. C'est quelque chose qui est terrible pour lui. C'est un peu nouveau, ça. Il y a eu des albums où il grossissait, il devait changer une taille de ceinture. Un album où il avait mal au cœur, il vomissait par-dessus bord dans un bateau. Le précédent album, pour la première fois, quelqu'un allait, au bout presque de 76 ans, aux toilettes. Ça faisait 76 ans que personne n'était jamais allé aux toilettes. Et là, les Dalton font la queue pour faire pipi dans les toilettes. Vous voyez ? Alors ça paraît un petit détail, mais finalement c'est très important parce que ça donne vraiment de la modernité. Parce qu'aujourd'hui, le western a changé au cinéma. Le modèle de Maurice et Goscinny, c'était le western hollywoodien de John Wayne, noir et blanc, voilà, et puis le western classique des années 60. Et puis il y a eu entre-temps le western spaghetti. Il y a eu les westerns modernes de Tarantino, des frères Cohen, les séries Deadwood, etc. Et ça, finalement, il ne faut pas l'ignorer. Et donc on peut,
de même que le western au cinéma évolue un petit peu dans Lucky Luke, sans en faire un truc extravagant et une trahison par rapport à l'original, mais au contraire, dans la fidélité, point par point, détail par détail, le faire avancer. Parlons brièvement pour clôturer aussi de votre travail pour la télévision, vous l'avez mentionné là tout à l'heure, des séries qui sont passées sur Arte. Quelle place prend cette production dans votre vie quotidienne maintenant? Alors, c'est vraiment un équilibre maintenant parce que d'un côté, il y a le travail très très solitaire du dessinateur et du scénariste. Je suis enfermé chez moi, j'invente mes histoires tout seul, je lis des livres, je fais tout du début à la fin, quasiment tout seul. Et puis, l'animation, c'est un énorme travail de groupe. Quand je fais une série comme Silex and the City ou 50 nuances de grec, il y a 150 personnes sur une saison qui sont mobilisées, chacun a un poste différent et donc on échange. Donc c'est très enrichissant aussi. Donc moi je suis un paradoxe comme Lucky Luke. Lucky Luke c'est un personnage, le pauvre cow-boy solitaire. Et alors moi aussi je suis très individualiste, amoureux de la liberté comme ça. Mais finalement Lucky Luke il n'existe que parce que justement il interagit avec les gens dans les villages, parce qu'il recherche les Dalton, parce qu'il discute avec son cheval ou avec Rantanplan. En fait, c'est un être solitaire, mais c'est un être énormément social, Lucky Luke. Sinon, il n'y aurait pas d'aventure de Lucky Luke. Lucky Luke, c'est pas un personnage introspectif, solitaire réellement. Donc, c'est la même chose. Un peu besoin de solitude avec la BD et un peu besoin de l'échange, de la dispute, du fait de se nourrir des idées des autres avec l'animation. Et ça, c'est vraiment chouette. Quel univers fascinant. Jules, merci pour cet entretien. Merci beaucoup.